donc heureux de vous retrouver pour le 7e talk Milipol au Comité français pour la défense civile. Donc talk en français en ce début d'après-midi sur la thématique détection des produits illicites ou NRBC. Quelles nouvelles technologies de détection et de contrôle? Nous ouvrirons un petit peu ce sujet à plus globalement le besoin en matière de détection et de contrôle, soit dans le domaine purement NRBC des agents de la menace, soit dans le domaine des produits illicites et plus généralement parlé des drogues et des explosifs. Alors, pour parler de ce talk, de ce sujet, nous avons un peu le haut-parleur de Milipol qui nous pollue, mais on va démarrer quand même un petit peu ce tour de table pour parler de ce sujet, disais-je. Donc à ma droite, monsieur Éric Damien, directeur commercial de la société Pro-Engin, bien connu dans le domaine de la détection chimique et maintenant biologique. Ouais. Ensuite, nous avons de la société Morpho, monsieur Cyril Dujardin, directeur général des activités de morphodétection. À sa droite ou en face, on peut dire donc monsieur Jean-Marie Julien, directeur régional des activités détection de traces et Chem Bio chez Smith Détection. Et enfin, monsieur Laurent Pasco, qui est spécialiste de spectrométrie de masse dans la société Agilent. Voilà, donc des experts sur ce domaine de la détection et du contrôle des matières illicites et NRBC. Et je vous dirais, bon, la première question, c'est quoi de neuf un petit peu dans ce domaine? On va peut-être démarrer par le domaine des checkpoints, qui est le domaine le plus connu, notamment dans les contrôles au poste d'inspection, filtrage, que ce soit dans les aéroports ou que ce soit dans les je dirais, systèmes de sécurité. Vers quelle tendance? Alors peut-être ma première question ira à vous, à monsieur Dujardin. Quelle est la tendance du marché? Qu'est-ce que vous demandent aujourd'hui les utilisateurs? Une démarche globale, simplifiée? J'imagine que la rapidité joue aussi. Oui, je pense que vous parliez des aéroports. Je pense que la problématique de l'aéroport, c'est-à-dire qui est de passer maximum de personnes avec le plus de sécurité dans un temps limité, on voit cette problématique s'étendre de plus en plus aux autres types de checkpoints. Donc ce qui est faisable dans un aéroport doit être maintenant faisable. On nous le demande de plus en plus de sécurité, de plus en plus de félicitations dans un aéroport. Donc, je pense que l'aéroport est un peu le laboratoire d'évolution de ces technologies. Qu'est-ce qu'on voit dans ce laboratoire aéroportuaire? On insiste pour effectivement le temps, forcément, il faut aller le plus vite possible. Le client, finalement, ce qu'on constate ces dernières années, le régulateur, puisqu'on est dans un marché fortement régulé, impose de plus en plus de contraintes. On parle des contraintes sur les liquides, on parle de contraintes sur la détection des bagages en soute. Donc l'aéroport a de plus en plus de contraintes. Ce que veut l'aéroport, donc l'utilisateur, il veut avoir des machines qui puissent gérer un certain nombre de menaces et qui puissent surtout durer dans le temps. Parce que la crainte de plus en plus de nos clients, c'est de se dire j'équipe une machine, voilà. Je m'équipe d'une machine, mais je ne sais pas si la régulation ne va pas changer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Et il y a de plus en plus d'inquiétude de la part de nos clients, je parle dans le domaine aéroportuaire, sur cet impact régulateur. Dans le domaine plus du checkpoint, de checkpoint non aéroportuaire, ils regardent énormément ce qui se fait donc, dans les aéroports, mais eux, leur contrainte, c'est avant tout une contrainte de coût. C'est à quoi bon s'équiper, c'est toujours le coût versus capacité. Il y a pas, là, dans ces domaines-là, il n'y a pas forcément de régulation, il n'y a pas forcément de standard. Donc la difficulté, c'est justement, et ça manque dans ce domaine, qu'est-ce qui peut être suffisamment efficace à moindre coût? Qu'est-ce qui peut être suffisamment efficace pour détecter les explosifs? Qu'est-ce qui peut être suffisamment efficace pour détecter les substances illicites? Et on voit bien que puisqu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de standard dans ce domaine, ils vont aussi se diriger vers la question que font les aéroports, parce que c'est un milieu régulé. Alors, je comprends bien, donc l'aéroport en fait est un peu le cristallisateur de l'ensemble du marché, puisqu'il est fortement régulé. Je comprends bien aussi la problématique liée au coût, à l'obsolescence des équipements qui sont des équipements lourds. Je pense que vous avez à peu près je dirais, les mêmes difficultés ou les mêmes ressentis du côté de chez Smith, puisque vous partagez ce marché de manière
importantes tous les deux. Vous êtes deux acteurs majeurs de ce marché. Mais moi, je voudrais revenir sur cet aspect de levier technologique par rapport justement aux demandes, puisqu'on demande d'aller de plus en plus vite, de faire une globalisation de la menace, d'avoir un niveau de fausse alarme le plus bas possible et une fiabilité extraordinaire à un coût très réduit. Donc tout ça est merveilleux. Je ne sais pas si ça fait la joie des industriels, mais enfin ça fait beaucoup de boulot sur la planche. Globalement, il faut des appareils qui fonctionnent dans toutes les conditions, pardonnez-moi, avec des usages très très faciles, à moindre coût, comme on disait à l'instant, aussi bien dans des zones sécurisées comme les aéroports, que lorsqu'on est transporté sur des zones soit de combat, soit de checkpoint, comme vous disiez. L'un des objets qui vient en premier quand on pense à la détection, c'est la technologie. On est effectivement dans l'obligation de maîtriser ce que l'on propose en termes de technologie, et être un acteur qui participe à la R&D sur ces matériels-là. Le deuxième aspect qu'a développé Smith, pour compléter ce que disait M. Dujardin, c'est qu'un utilisateur a besoin d'être formé, a besoin d'avoir confiance dans son matériel, comme ça il pourra donner une réponse fiable, soit à sa hiérarchie, soit aux autorités, dans le laps de temps le plus court possible pour pouvoir agir soit sur une file de véhicules de passagers, soit effectivement sur un point de contrôle. Et là où Smith investit beaucoup, c'est effectivement dans la partie service et dans la partie logicielle pour rendre des appareils disponibles, accessibles à des utilisateurs qui sont souvent des utilisateurs qui tournent sur les postes. Ils ne sont pas souvent fixés, donc on leur demande de faire plusieurs choses, aussi bien dans les aéroports que dans les checkpoints. Les militaires ne restent pas toujours en place. De la même façon, les opérateurs en aéroport sont souvent des opérateurs qui tournent. Donc on rend disponible la technologie, on rend disponible les fonctions et surtout on installe un climat de confiance entre l'appareil et l'opérateur. Oui, l'interface entre l'homme et les technologies dans ces métiers de sécurité qui sont finalement des métiers de sécurité assez basiques est assez important. Alors je pense qu'on est dans la deuxième génération, même la troisième génération de produits, donc les opérateurs ou même les opérateurs des machines sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils veulent. La décision n'est pas uniquement basée sur la technologie, mais comme le disait mon collègue de Smith, l'opérateur, celui qui va utiliser le produit, est de plus en plus moteur et de plus en plus driver dans la décision. Donc il faut la technologie, l'investissement en technologie est important, mais l'investissement dans la compréhension du besoin client est aussi fondamental. Alors aujourd'hui, donc on le disait, c'est un marché qui est fortement régulé dans le domaine aéroportuaire puisque c'est un marché international. De ce marché naît des contrôles dans d'autres domaines, notamment les infrastructures critiques. Moi, je voulais avoir votre avis sur la tendance du marché sur les infrastructures critiques. C'est quelque chose qui monte ou c'est quelque chose qui est encore, je dirais, finalement, somme toute, relativement modeste? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous fondez des espoirs? Je pense aux centrales nucléaires, je pense, je dirais, à des installations de haute valeur, les centres de télécommunications, etc., dont l'interruption ou la neutralisation causerait des problèmes de sécurité nationale. Bon, beaucoup de pays ont mis en place des législations en matière de sécurité d'activités d'importance vitale ou critique. Comment vous sentez ce marché de l'activité d'importance vitale et critique tous les deux? Et puis après, on étendra aux autres domaines NRBC. Mais déjà sur les produits explosifs. On a deux types d'acheteurs. Un acheteur qu'on va qualifier de public, donc un bâtiment, une structure gérée par un organisme public, et d'autres acteurs qui sont des acteurs privés, typiquement l'industrie, certaines centrales. Les façons de travailler sont globalement identiques, les contraintes sont souvent les mêmes. Simplement, l'approche en termes de commercialisation ou d'approche marché va être un peu différente. On est sous le couvert des appels d'offres publics ou sous le couvert d'un appel d'offres privé. Donc là, on va travailler différemment. Non, ce qui m'intéresse, c'est plus, si vous voulez, est-ce que vous sentez ces marchés émerger en termes de demande? Est-ce qu'il y en a plus? Très clairement, la prise de conscience, elle est faite. On est sur des marchés qui, en termes de demande, vont grossir. Pour la partie privée, ça va être lié aux moyens disponibles par les entreprises. Pour la partie publique, c'est un peu plus compliqué. Les États sont de moins en moins riches, ce n'est pas une nouvelle. Donc il va falloir adapter nos offres, de passer à des offres de cession de matériel, peut-être à des offres de location de matériel. C'est une autre forme d'innovation vers nos marchés et vers nos clients. Donc des idées de service, là encore. Oui, clairement. On est vraiment dans cette optique-là. L'évolution du besoin. Je pense qu'il y a une augmentation claire dans les infrastructures critiques, mais un besoin d'offres complètes. C'est-à-dire là où on pouvait encore choisir plusieurs technologies, les mettre ensemble, de plus en plus nos clients veulent qu'on arrive avec une offre complète, veulent qu'on leur dise finalement je ne vous vends pas un produit qui va détecter les explosifs, je vous offre une solution qui va vous permettre de détecter tout type de menaces et voilà comment vous allez utiliser mes solutions dans votre infrastructure. Donc on est passé d'un achat d'équipement à un achat de plus en plus qui est un système.
D'accord. Alors, on a bien vu la problématique explosive, puisque c'est l'essentiel. Bon, la problématique drogue est aussi importante, notamment pour les frontières, on le comprend bien. Mais il y a aussi toute la partie de la menace, disons, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Alors, dans les aéroports, ça existe, mais c'est un petit peu moins, parce que c'est difficile de se promener avec la source radioactive, quoique ça... Mais enfin, bon, c'est pas très sympathique pour les voisins. Je dirais c'est quand même une menace importante, tout ce qui est bombe sale, notamment sur les flux routiers, fluviaux, etc. Alors, je poserai un peu la même question à Éric Damien. Est-ce qu'il y a une prise de conscience et est-ce que vous avez des clients qui s'intéressent, je dirais, à la sécurité des populations, des infrastructures critiques dans le domaine NRBC par rapport au marché classique, je dirais, du militaire ou de la sécurité civile? Alors déjà, il y a une directive européenne qui prévoit que toutes les infrastructures critiques doivent être protégées. Alors la menace n'est pas tout à fait définie, elle n'est pas vraiment définie très précisément, notamment dans le domaine de la protection chimique et biologique. Mais on sent qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui à la fois pour des bâtiments publics de nature politique, par exemple, mais aussi par des grands opérateurs de transport public qui font des demandes. Alors aujourd'hui, on est confronté à un problème classique qui est budget et probabilité de la menace. La probabilité de la menace d'une attaque chimique était prise en considération quand il y a des grands événements du type Jeux Olympiques à Londres. On a eu beaucoup de demandes à cette époque, notamment dans les moyens de transport pour aller à Londres. On a certains bâtiments, je mets à côté tout ce qui est militaire, évidemment la protection des bâtiments militaires, mais d'un point de vue administratif ou grands opérateurs qui font des demandes actuellement, qui auront probablement des équipements, mais les marchés aujourd'hui, vraiment dans le domaine de l'NRBC, ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on rencontre dans les domaines classiques, de l'intervention par exemple des primo-intervenants qui ont vraiment besoin d'un équipement, parce que la probabilité, d'abord on a des équipements qui peuvent servir à la détection chimique des gaz de combat, mais aussi à d'autres types de risques industriels. Dans le domaine des infrastructures critiques, on attend plutôt une attaque, un attentat, donc c'est beaucoup plus spécifié. Donc le rapport probabilité d'événement, coût, sans parler des coûts de maintenance et des coûts de maintien, n'est pas tout à fait en faveur. Il y a beaucoup de demandes, mais le marché n'est pas encore très élevé. Donc ce sont des solutions qui sont intégrées aujourd'hui de manière un peu plus ponctuelle que pour des bâtiments d'autorité, des bâtiments essentiels. Des bâtiments d'autorité, il y en a certains, mais c'est effectivement assez ponctuel. Alors, lorsqu'on a, je dirais, un risque d'attentat ou lorsqu'il y a une détection réalisée par des moyens portables, on reviendra aussi sur la partie moyens portables, la problématique de la confirmation et de l'analyse se pose parce qu'on sait que tous les moyens mis en œuvre peuvent être trompés, avoir des leurres, avoir des faux positifs, des faux négatifs, tout ça n'est pas si simple que ça. Donc à la fin, on a besoin d'un juge de paix et très souvent, on veut avoir la réponse avant que la menace n'ait été analysée parce que les enjeux sont très importants. Alors, quels sont en gros vos clients? Comment vous vous organisez chez Agilent sur ces questions puisque la spectrométrie de masse est quand même la technologie ultime en matière d'analyse chimique, pour ne prendre que cela. Donc comment vous vous organisez? À quel niveau de la chaîne vous intervenez? Est-ce que c'est forcément des équipements de laboratoire ou est-ce qu'aujourd'hui on peut amener la technologie un peu sur le terrain? Alors il y a différents types de clients, effectivement, je reviens sur ce qui s'était dit tout à l'heure. Il y a le client privé et le client public qui ont des besoins différents et qui vont être adressés différemment. Mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a de plus en plus un besoin de productivité, d'analyse rapide, avec des régulations qui évoluent très vite. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la norme d'aujourd'hui est telle qu'elle est, mais plus tard, il va y avoir plus de produits à plus bas seuil. Donc on essaye toujours d'avoir un achat, non pas que pour la règle d'aujourd'hui, mais pour celle qui arrivera demain. Donc on voit effectivement un marché qui tend vers des techniques de plus en plus perfectionnées et de plus en plus complexes, tout en ayant toujours le même problème d'arriver effectivement à former les utilisateurs là-dessus et en ayant une certitude au niveau d'identification. Donc il y a un gros travail qui est fait à la fois sur la technologie avec des appareils de plus en plus perfectionnés, et on va de plus en plus notamment vers la haute résolution, qui a aussi l'avantage de faire à la fois du screening et de la confirmation en simultané. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant, parce que ça évite d'avoir une double analyse de par la technologie. Et aussi sur un gros travail au niveau de tout ce qui est software autour pour rendre l'appareil vraiment user-friendly et de pouvoir avoir une utilisation ultra rapide avec un maximum d'aide de la technologie en elle-même par le software pour aider à la prise de décision.
pour qu'il n'y ait plus non plus une analyse complète des résultats, mais juste une vérification des positifs. Le but étant que le software va éliminer l'ensemble des négatifs de façon quasi certaine, puisque le risque zéro n'existe pas en science, mais quasi certaine. Et par contre, les positifs, on va pouvoir les vérifier de façon très très rapide. Et il y a aussi un deuxième marché qui est effectivement le marché du transportable et du portable qui est en train de se développer et qui se fait notamment pour tout ce qui est détection d'armes chimiques ou en cas d'accident, un train qui se renverse, on ne sentait pas trop ce qu'il y avait dans les cuves. Donc on a des systèmes maintenant transportables. Vous ne pouvez pas le mettre dans votre sac à dos, mais par contre dans un van, vous allez sur place et vous pouvez sortir l'analyse en quelques minutes une fois l'appareil installé, qui se développe lentement, mais sur lequel on commence à attendre pour tout ce qui est sécurité civile. Voilà, là, votre marché, voilà. C'est plutôt les primo-intervenants, Voilà. les spécialistes, Pour tout les ce qui est unités portable, voilà. spécialisées, etc. etc. Voilà. Mais bon, voilà, ok. Est-ce qu'il y a des... Je dirais là, la question s'adresse à vous tous. Est-ce qu'il y a des technologies de rupture qui vont faire que les choses vont changer dans les 10 ans qui viennent sur ces capacités d'analyse, soit en termes de rapidité, soit en termes de simultanéité d'analyse des agents de la menace? Est-ce que c'est des choses que vous ressentez? Alors peut-être Éric Damien. Nous, ProEngin, nous sommes en train de travailler sur des systèmes qui peuvent faire l'analyse chimique et biologique, enfin la détection d'alarmes chimiques et biologiques en même temps, donc déjà pour réduire d'un cas. Il y a beaucoup de technologies qui, en général, sont dans les laboratoires. Très peu passent aujourd'hui le cap du terrain, fonctionner avec des technologies de laboratoire. Quand on se retrouve sur le terrain avec des environnements beaucoup plus complexes, c'est toujours très difficile. Et aujourd'hui, on reste, tout ce qu'on voit sur le terrain, on reste en général dans les technologies classiques. Il y a des technologies prometteuses. Les laboratoires américains, il suffit de se promener sur quelques sites pour voir qu'ils nous promettent toujours des choses extraordinaires pour quasiment rien. Mais on a très peu de chances de les voir, très peu d'opportunités de les voir sur le terrain dans les années qui suivent. Ouais. Donc beaucoup d'idées, mais peu de choses fiables. C'est un peu la même démarche. Alors, je pense que la spectrométrie de masse utilisée dans le domaine de substances illicites, c'est clairement, enfin c'était une promesse il y a quelques années. Maintenant, c'est une réalité. Donc je pense qu'on est vraiment. Je pense, est-ce que c'est une rupture par rapport aux technologies actuelles? C'est plus une continuité, c'est plus de fiabilité, moins de fausses alarmes, une meilleure détection. Donc je pense qu'on est là-dedans. Maintenant, effectivement, je pense que le Graal dans la détection de substances illicites, c'est à distance, voilà, il y a beaucoup de promesses là-dedans, il y a beaucoup de choses dans les laboratoires. Dans les laboratoires français, il y a des choses là-dessus, mais des solutions qui sont efficaces, rapides et sans, on va dire, invasions intrusives qui ne sont pas intrusives. On n'est pas sur des marchés de rupture, on est sur des marchés de transition, de continuité. Vous êtes donc sur des marchés de continuité avec des technologies qui sont finalement connues mais améliorées en permanence pour réduire le phénomène d'incertitude, augmenter les débits et améliorer le service aux clients. Le marché de la sécurité est un marché qui est averse au risque, qui ne prend pas beaucoup de risques. Donc le marché de la sécurité dans ces domaines-là avance à pas compter. Même les nouvelles technologies qui arrivent seront implémentées, mais il faut plusieurs années. Pour prouver leur efficacité et leur fiabilité. Et convaincre. D'accord. Même constat, je pense. Oui, effectivement, les technologies sont, pour ce qu'elles sont maîtrisées, assez matures. Et à l'inverse, la R&D est encore en phase d'immaturité et elle a besoin de prouver en usage sur le terrain ou auprès des industriels en première étape qu'elles sont fiables. C'est vrai que c'est difficile en fait parce qu'on a de fortes contraintes liées aux opérateurs, du stress, du temps, des réponses rapides, des moyens engagés. Et la meilleure solution, ce serait d'avoir un appareil qui couvre une grosse partie des risques avec les différentes technologies. On se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est difficile, on sait même que c'est impossible entre nous. Donc les opérateurs vont utiliser plusieurs matériels en complément de leur expérience pour avoir des certitudes, pour d'abord éliminer des pistes et ensuite affiner le résultat. C'est dans ce sens que Smith travaille. La R&D n'est pas encore une fois orientée vers la nouveauté, mais orientée vers l'usage. On va diminuer la taille des modules, diminuer le poids des modules pour les rendre compatibles typiquement avec ProEngin. On sait que nos appareils travaillent de façon commune chez les opérateurs. Deux technologies différentes qui donnent des résultats équivalents donnent un risque. Si les résultats sont différents, il peut y avoir non-occurrence du risque. Donc c'est dans ce sens-là où les technologies peuvent encore évoluer assez rapidement. C'est diminuer l'encombrement et faciliter l'usage par des opérateurs forcément non spécialisés.
plutôt des opérateurs lambda parce qu'il y a des cycles de rotation des personnels qui sont aujourd'hui importants. Alors on voit aussi énormément de demandes d'analyse d'échantillons, que ce soit dans... Alors ce n'est pas un domaine où vous êtes spécifiquement, mais on voit bien la multiplication dans le domaine de l'ADN, mais on le voit aussi dans le domaine de la chimie, des traces. Donc ça, vous augmentez vos clients, vous, sur le champ, je dirais, le nombre de clients qui sont des gens qui ne faisaient pas appel à vos technologies et qui maintenant le font appel parce qu'ils ont un élargissement des missions, des contraintes, des certifications supplémentaires. Clairement, on voit de plus en plus de clients qui considèrent maintenant la spectrométrie de masse comme un appareil de routine qui s'est vraiment démocratisé de par l'amélioration de la technologie, mais aussi, comme je l'ai dit, toute la partie interface utilisateur-instrument qui permet vraiment l'utilisation quasiment de routine et même dans beaucoup d'applications de véritables routines avec des résultats ultra rapides. Et la difficulté est toujours de trouver la bonne moyenne entre la rapidité du résultat et la qualité de l'analyse. Et effectivement, selon l'instrument, selon là où va être mise la priorité, les instruments vont être plus ou moins différents. Mais on part effectivement de plus en plus vers des instruments qui vont essayer d'être, je dirais, le couteau suisse de l'instrumentation, qui vont tout faire très vite et sans erreur, et si possible avec un très faible budget, ce qui est toujours la difficulté. Mais c'est vrai que là, en termes de spectrométrie de masse, on reste quand même essentiellement sur de l'appareil de laboratoire. Le transportable est encore relativement limité parce qu'il y a dès qu'on part sur du transportable, on ne peut pas aller vraiment sur la haute technologie qui va avoir une certitude d'identification à très basse concentration. Par contre, le fait d'aller à basse concentration, maintenant, ne pose aucun problème. Les instruments sont tellement sensibles maintenant que le problème n'est pas de détecter des traces, mais d'identifier ce qui est un positif de ce qu'est un blanc qui en fait, la technologie maintenant montre que le blanc n'est plus blanc. Voilà, c'est-à-dire vous êtes au bruit de fond et il faut voilà. savoir quel est le bruit de fond voilà. Pour faire une détection positive, ça devient qui est un sujet qu'on connaît bien dans le domaine radiologique depuis de très nombreuses années. Donc, et on le voit encore même dans des gestions de post-catastrophes comme Fukushima. Alors moi je voudrais revenir sur ces questions de R&D. L'Europe dépense pas mal d'argent sur des programmes de R&D. Le NRBC et plus globalement la détection d'explosifs sont les programmes un peu phares et majeurs des dépenses R&D européennes, que ce soit dans le FP7. Cet après-midi, donc sur Milipol, première intervention, si j'ai bien compris, de la Commission européenne sur le programme Horizon 2020, qui va intéresser aussi, je pense, beaucoup d'industriels. Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'Europe sur le financement de cette R&D pour aller plus vite et conquérir des marchés, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, il y a quand même un gros financement public sur ces questions-là, avec une structuration des pouvoirs publics américains à travers le DHS, le Science and Technology, etc. Il y a en Europe donc beaucoup d'argent qui commence à se mettre en place depuis quelques années sur ces programmes de recherche. Alors qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Alors peut-être on va démarrer par Smith qui a un pied aux États-Unis, mais Morpho aussi, donc voilà. En quelques mots, en général, les entreprises privées ne demandent pas spécialement de subventions pour pouvoir développer leur R&D et la faire évoluer. On demande plutôt des clients qui ont des moyens. Donc ça, c'est la première façon de vous répondre. La seconde façon de répondre, c'est qu'effectivement, cette manne qui devient maintenant un peu disponible avec les fonds européens, il est utile de la mettre à disposition en partie vers la R&D, mais aussi en partie vers les opérateurs, encore une fois, qui ont vraiment des besoins. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que les technologies vont encore avancer un peu plus vite. Si vous avez des groupes de clients qui ont des moyens et qui ont des demandes, les entreprises vont naturellement s'adresser à ces clients-là. Si l'argent est donné aux entreprises, le choix des voies de dépenses peut être multiple. C'est des façons différentes de voir le fonctionnement. Donc en gros, si vous aviez un message à dire à la Commission, vous direz mettez un petit peu moins d'argent peut-être dans la R&D pure et un peu plus dans l'implémentation de vraies solutions. Les opérateurs ont besoin de moyens pour développer leurs compétences et leur expérience au service des réponses et pour lever les doutes ou les confirmer. On est vraiment dans ce domaine-là. C'est ce que vous partagez également à Morphodétection. Au-delà de ça, un des messages, ça serait ne saupoudrez pas. Le défaut de la Commission, c'est de satisfaire 28 États membres qui ont chacun leurs contraintes, leurs universités, leurs industriels. Donc au final, les subventions sont saupoudrées. Et donc quand vous avez un petit peu d'argent dans beaucoup d'endroits, malheureusement, ça ne fait pas avancer beaucoup les choses. La force du gouvernement américain, c'est de pouvoir mettre effectivement beaucoup d'argent,
sur un sujet, alors qu'ils privilégient une filière ou une entreprise, mais au moins il y a quelque chose qui en sort. Donc je pense que le challenge qu'a la Commission européenne, s'ils veulent faire avancer ce sujet, c'est de choisir clairement des sujets et de mettre de l'argent sans saupoudrer. Partagé dans les PME? Bien sûr, d'autant qu'on voit bien que l'obligation de travailler à plusieurs sociétés européennes en formant des groupements quelquefois un peu hétéroclites pose le problème du partage de la propriété intellectuelle, des secrets que chacun n'a pas forcément envie de partager avec d'autres sociétés. Et on s'aperçoit que dans le passé, la plupart des projets NRBC de la Commission européenne étaient plutôt des projets de procédure, comment gérer tel acte, tel événement, plutôt que des projets de recherche fondamentales ou appliquées sur des technologies. On est vraiment dans le domaine de la procédure. La Commission européenne, à ma connaissance, n'a pas vraiment lancé de projets de recherche fondamentale dans le domaine NRBC. Au niveau de la spectrométrie, clairement, les subventions de l'Europe ont permis de maintenir le marché. Ouais. La part de marché dans le public et dans tout ce qui est soutenu par l'Europe et l'État a quasiment doublé chez nous dans les 2 dernières années suite à la crise économique. On a vraiment vu une chute drastique des commandes dans le privé. Par contre, grâce aux subsides de l'Europe, ça a permis d'alimenter et de maintenir l'économie. Par contre, je rejoins effectivement votre avis que le sous-poutrage est quelque chose de compliqué à gérer, parce que ce que l'on constate nous parfois, c'est que la somme allouée est un peu juste par rapport aux besoins du laboratoire, ce qui fait qu'on va se concentrer uniquement sur la formation ou uniquement sur l'instrument ou uniquement sur une partie de l'instrumentation. Et il y a toujours un décalage qui fait que les chercheurs ne peuvent pas aller là où ils voulaient aller, parce qu'il manque quelque chose. Donc c'est clairement un problème que l'on constate de plus en plus. Une problématique de recentrage, de financement, mais pas seulement des études, aussi du marché, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis il y a quelques années dans les grandes, enfin qui existent toujours d'ailleurs, même s'ils ont un petit peu baissé, pour dynamiser le marché. Un petit mot quand même, l'État français a instauré il y a quelques semaines maintenant la filière nationale de sécurité au plan technologique. Est-ce que vous voyez que c'est une bonne démarche, et est-ce que vous pensez que ça va vous aider, vous, à exporter la technologie française, celle qui est fabriquée en France, parce qu'aujourd'hui, je sais que les entreprises sont principalement multinationales et on le comprend très bien, mais bon, l'intérêt de l'État français, c'est évidemment de favoriser les emplois en France, et même si vous êtes des entreprises internationales, vous avez des usines et des emplois en France. Exactement. Donc c'est important de le souligner. Donc qu'est-ce que vous attendez de cette filière technologique, sécurité, et comment vous la voyez vivre? Alors je ne sais pas qui veut démarrer, s'exprimer sur le sujet. Alors la PME française? Oui, bien sûr. Nous, on attend de voir un peu le fonctionnement de ce système. Nous, quand on est une PME, on fait à peu près 70 ou 80% de l'export. On a surtout compté sur nous-mêmes pour vendre nos produits et nos technologies. Que l'État fasse une initiative pour nous aider, c'est toujours les bienvenus. Mais je crois qu'on a toujours plutôt compté sur nous-mêmes, parce que je pense qu'on connaît mieux le marché, les technologies attendues par les clients étrangers que le faire l'État. Donc une aide, certes, une reconnaissance, mais des actions concrètes qui sont menées au niveau des entreprises, c'est ça l'important. Absolument. Moi, je trouve que Morpho était plus que partie prenante dans la création de cette filière. Donc oui, je pense personnellement que c'est une bonne chose pour des sociétés comme Morpho, pour la sécurité. C'est des domaines qui sont tellement multiples, tellement disséminés, tellement... Oui, même si l'aide va être limitée, l'aide de l'État va être limitée, le fait d'en parler, le fait de créer cette dynamique, je pense que ça ne peut être que positif. Donc il ne faut pas en attendre trop, effectivement. Je ne pense pas que l'État va tout d'un coup nous aider à gagner des marchés à l'export, mais le fait d'avoir de créer on va dire un peu de publicité autour de cette filière, ça va dynamiser un peu le domaine et montrer qu'en France, oui, on a beau être des sociétés multinationales, Smith, Morpho, on est des sociétés multinationales, mais on s'appuie sur un cœur français aussi important, et la filière française de la sécurité existe. Ça fait du bien de le dire, je pense. Je pense. Vous partagez... Exactement. Et pour compléter, les groupes internationaux ont des compétences ou des centres de compétences sur le territoire national. C'est bien qu'il y ait un squelette organique lié à la sécurité française pour pouvoir parler globalement d'une seule voix. Particulièrement pour les PME,
C'est difficile pour une PME d'investir et de se lancer à l'exportation. Si elle peut avoir des informations mutualisées par d'autres coopérants, ça va l'aider à être plus efficace, d'intervenir plus rapidement et d'assurer son commerce et son business au quotidien. C'est vraiment utile. Ce qui nous concerne, c'est quelque chose de relativement mineur parce que la spectrométrie de masse n'est pas vraiment dans ce secteur-là. Donc ça aura certainement une influence qui ne peut être que positive s'il y en a une, mais relativement mineure par rapport au marché complet. Le marché sur lequel vous êtes, Agilent, effectivement, est un peu marché différent. international, Voilà, tout à fait. différent. Vous avez une activité en France qui est plus limitée que nos autres invités. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour des tendances du marché, ce qui est l'objectif. Milipol est avant tout un marché donc, pour l'industrie de sécurité, et c'est là où nos invités rencontrent leurs clients. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce talk. Prochain talk demain matin à 10h30 sur la thématique drone, sécurité civile, quel emploi. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à demain matin, jeudi, donc 10h30. Bonne soirée.